Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Moi, je suis Thomas Busuttil, je suis économiste, moi de formation, et ça fait un petit quart de siècle que je travaille sur ces sujets de durabilité, et notamment en tant qu'économiste, de lien entre ce prisme de la durabilité et les modèles économiques. Donc, ce qu'on va vous présenter, et ce que je vais avoir le plaisir de partager avec Julien Bianchi, qui est directeur général de TBS, je pense que tout le monde connaît la marque, c'est de voir justement c'est quoi cette transition de modèle au sens du modèle économique qu'il faut qu'on arrive à enclencher, si je puis dire, pour aller vers cette ambition régénératrice. Vous allez voir qu'on va reprendre quand même un certain nombre d'éléments qu'on a vus juste avant, puisqu'évidemment le biomimétisme et l'inspiration du vivant font partie de ces dynamiques régénératrices, mais pas que. Donc c'est ça qu'on va voir. Donc cette étude, elle est disponible en open source, y compris en anglais. Voilà. Donc ça, il suffit d'aller sur notre site R3, donc la lettre R, chiffre 3, groupe, sans E à la fin, et .fr. Voilà, et vous allez sur ressources et vous allez pouvoir télécharger cette étude gratuitement. Donc l'originalité de cette présentation, et je tiens vraiment à le remercier parce que c'est un vrai challenge. Quand je parle d'ambition régénératrice, vous voyez qu'on va très très loin. Enfin, on va voir, parce que ça se demande en temps de changement de business model. Quand Isabelle Desfontaines, qui est, je ne sais pas si c'est Isabelle, qui était la directrice RSE du groupe ERAM, a proposé qu'effectivement je fasse cette présentation avec Julien en tant que directeur général de TBS, j'ai trouvé que c'était une super idée parce que je pense qu'il va vous montrer, en tant que patron d'une entreprise et d'une marque très connue de, je pense, à peu près tous les Français, comment à la fois l'ambition, l'énergie, les difficultés que ça peut représenter quand on a envie d'aller vers ce genre d'ambition. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un duo. Et du coup, Julien, je vais te laisser te présenter aussi, pour justement vous montrer comment lui cherche à appliquer ce que moi je vais vous présenter. Donc moi j'ai le beau rôle, hein. Je dis ce qu'il faut faire, et puis lui il va dire, ben voilà, je suis les deux mains dedans, et comment je m'y prends au quotidien pour progressivement, hein, on a parlé de stratégie d'évolution continue là juste avant. J'aime beaucoup cette façon de penser. On est dans des stratégies d'évolution continue, donc on n'y est pas encore. Mais l'idée, c'est qu'on est sur le comment, comme l'a dit Alain aussi. Donc, on va parler du comment. Peut-être, Julien, je te laisse te présenter rapidement quand même. Ouais. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Julien Bianchi. Donc, je dirige l'entreprise TBS, qui est une marque du groupe ERAM depuis maintenant 5 ans. C'est une marque qui fait de la chaussure, du textile et des accessoires en France et dans le monde. Donc, je suis là effectivement pour témoigner de cette volonté de transformer ce modèle marchand un peu historique de extraction de matière, transformation de cette matière, production et vente, à quelque chose qui permet quand même de créer de la valeur, mais tout en ayant un impact positif sur le vivant. Donc on a déjà fait pas mal d'initiatives, mené pas mal de projets, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et je m'en suis rendu compte, et je suis aussi là pour témoigner, avec le parcours de la CEC que j'ai pu faire cette année. Donc la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Alors au départ, on m'a dit, bon, tu vas voir, il parle de modèle régénératif. Ah bon, c'est quoi un modèle régénératif ? Eh bien, oui, ça doit être quelque chose impact neutre. Ah non, c'est différent. Ça va beaucoup plus loin. Tu as un impact positif sur le vivant. Le vivant, la nature. Non, le vivant, l'être humain, la faune, la flore. Ok, bon, ça manque un peu d'air, hein, parce que
TBS, ça fait 43 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 200 collaboratrices, collaborateurs, c'est un actionnaire familial. Bon, au départ, c'est pas une priorité, on va dire. Il n'empêche, par curiosité, et puis parce qu'on a envie d'aller plus loin sur cette partie RSE, on s'est engagé avec Céline, qui est la directrice des achats, et on est parti un peu naïvement faire ce parcours de 9 mois. Et on a adoré. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, j'ai fait une stratégie qui était basée sur 3 piliers, dont une, c'était la RSE. Ça me semblait être une évidence pour à la fois un patron de BU et puis à la fois en tant qu'homme. Mais je le redis, c'est insuffisant. Donc on a fait la CEC, alors peut-être vous ne connaissez pas, mais il y a 6 étapes. Et la première étape, c'est la claque. Donc là aussi, chez TBS et dans le groupe ERAM, il y a un chapeau, il y a un projet chapeau qui s'appelle Change for Good et qui oriente les BU et les entreprises du groupe à faire de la RSE et à être engagés sur cette partie-là. Et donc on a de l'information, on est, on va dire, impliqué, on est volontariste. Il n'empêche, cette claque-là, elle est terrible. Parce qu'avec des faits, on a la chance d'avoir des intervenants brillants, des scientifiques, et pendant 2 jours, on vous met des éléments, on voit l'écroulement de la biodiversité, et là vous êtes forcément touché, et vous vous dites, ouais, ok, alors c'est super, je fais plein de trucs RSE, mais en fait, j'en suis très loin au regard du défi et de l'enjeu climatique. Bon, alors ça s'est pas arrêté là, parce que ça aurait été trop simple. Après, vous savez, il y a des sous-groupes. Alors, nous, on faisait partie des renards roux. Super. Alors, voilà, c'est une secte. Et dans les renards roux, premier ou deuxième atelier, j'ai une personne, gentiment, qui vient me voir, qui est dans l'énergie verte, et qui me dit... J'ai lu que, avec tout ce qu'on avait dans nos armoires, on pouvait s'habiller pendant 100 ans. T'en penses quoi? Ok. On n'avait pas dit bienveillance dans les groupes. Donc bon, ça, c'est compliqué. Ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je suis dans ce métier. Des fois, on se pose des questions quand même. On n'arrête pas d'entendre que notre industrie est une des plus polluantes, si ce n'est la plus polluante. Pourquoi faire des vêtements? La mode, ça sert à quoi? Ok, le plastique dans les océans. Ok, donc déjà, on essaye de changer les choses et on se dit, mince, c'est quand même pas facile tous les jours. Donc, on a ce sentiment-là, sentiment un peu de culpabilité aussi. Et ben là, j'avais en plus un sentiment d'inutilité. Bon, comme ça, j'étais parti, j'étais rhabillé. Et je finis. On va peut-être voir comment... La bonne nouvelle, c'est qu'au travers de cette CEC, on a des gens extraordinaires et on est sur plus de la solution que du constat négatif. J'arrête là, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Puis c'est important, on est là pour partager à la fois du vécu et des émotions. Je pense que c'est aussi très très important, cette dimension émotionnelle. Donc merci beaucoup, mais c'était effectivement un point important de c'est quoi le point de départ, de comment, c'est quoi le déclic, c'est quoi qui nous fait changer et qui nous meut pour avoir envie d'aller vers cette ambition. Alors maintenant, on va un peu... je vais vous partager, nous, un peu toutes nos réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière ce concept d'entreprise ou d'économie régénératrice, et pas que d'agriculture. Parce je pense que vous avez beaucoup entendu parler d'agriculture régénératrice. L'idée, nous, qu'on a essayé de pousser le bouchon, si je puis dire, pour raisonner sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise. D'accord ? Juste avant ça, vous retrouvez, je n'ai pas le temps de le décliner, mais dans l'étude, c'est partager des constats. Alors, je vais le faire très, très brièvement, et je vais un peu vous plomber. Mais après... Pour réfléchir aux solutions, il faut qu'on partage des constats. Les constats, c'est qu'on est mais on l'a vu juste avant, on est dans un monde du trop, une société du trop. D'accord ? On est dans une société de surconsommation, on est dans une société d'addiction. D'accord ? Et toute l'économie nous pousse dans cette addiction et qui engendre un déséquilibre. Et donc, nous, vous verrez, on vous présentera, il y a 5 grands déséquilibres. Très rapidement, le déséquilibre environnemental,
J'y reviens pas, hein, c'est tout l'enchaînement qu'il y a entre effectivement ces problématiques climatiques, l'effondrement de la biodiversité dont on a parlé, la pollution des sols et ainsi de suite. D'accord ? Il y a l'effondrement, il y a le déséquilibre sociétal, ça c'est plus au niveau des revenus, donc où il y a des inégalités de revenus qui s'accroissent et qui se voient aussi d'ailleurs dans l'impact environnemental. Hein. Les 10% les plus riches, c'est 20% de l'impact environnemental mondial. D'accord ? Il y a un déséquilibre social, c'est-à-dire que dans cette société d'addiction, en fait, ce qui se passe, c'est que l'accumulation de biens, ça ne nous rend pas heureux, ça nous rend frustrés. De frustrés, ça nous rend addicts, et de addicts, ça nous rend violents. Et on vit dans une société qui est de plus en plus violente, d'accord ? Et on tourne. Hein ? Frustration, addiction, violence. Hop, et c'est parti. Quatrième déséquilibre, c'est un déséquilibre mental. C'est-à-dire qu'on a, grâce à ces chers réseaux sociaux, réussi à assécher la tête des gens, réussi à leur empêcher d'avoir tout esprit critique, et qui engendre tout un tas de pathologies, et qui en plus pousse aussi à la société dans laquelle nous sommes, qui est aussi une société éminemment égocentrique. Hein, on parle d'égocène, il y a l'anthropocène, maintenant on parle d'égocène, sociétalement parlant. Moi, d'accord ? Et en même temps, les gens disent qu'ils sont seuls, que c'est aujourd'hui un des pires fléaux sociaux. Et puis il y a un dernier déséquilibre qui est le déséquilibre métabolique, parce que tout ça, ça a des impacts sur notre santé. Ça a des impacts sur l'environnement, mais ça a aussi des impacts toxicologiques sur notre santé. Je renvoie à l'augmentation d'allergies, on est passé de 7 à 40% de la population mondiale qui est allergique, par exemple. D'accord ? Je renvoie aux perturbateurs endocriniens, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est les constats, et vous voyez que donc, l'idée c'est comment cette idée de la régénération, c'est aussi, et je pense que c'est très important, une façon de repenser, de se redonner de l'espoir, parce que je pense que là aussi je rejoins ce qu'a dit Alain, on peut changer le monde, hein, il n'est pas trop tard, tout n'est pas foutu, il ne tient qu'à nous de le faire. Donc c'est comment on va, au travers de ce concept de régénération, essayer de repenser les choses. Et notamment, j'y reviendrai, parce que je vais aussi essayer d'avoir une circularité de mes propos, de parler de satiété. Alors, avant, on a parlé un peu de sobriété, là. Je pense que c'est pas le bon mot, moi, la sobriété. Parce que la sobriété, derrière, il y a la contrainte. Mentalement, hein. Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Quand on parle de sobriété, les biais cognitifs qu'on a tous dans notre tête, là, c'est sobriété-contrainte. Alors que je pense que quand on parle de satiété, hein, c'est sobriety en anglais, c'est sufficiency. C'est très intéressant. Ça veut dire c'est de quoi j'ai vraiment besoin. Et la satiété, ça renvoie au bien-être. Donc vous voyez que dans le mode mental qu'on a, si je pense sobriété ou je pense satiété, je ne vais pas penser pareil. Je reviendrai à la fin dans la conclusion sur cette notion de satiété. Alors, les 3 principes de l'économie régénératrice, là aussi je vais essayer d'aller assez vite. Le premier, c'est que tout est lié. D'accord ? Cette vision qu'on nous a serinée là, sur la triple bottom line, people, planet, profit, tout ça, c'est des conneries. C'est nul. Pourquoi c'est nul ? Parce que ce n'est pas la vraie vie. Et ça a été aussi souligné avant. La vraie vie, c'est le vivant. Le vivant, c'est systémique. C'est holistique. Ça veut dire que toute action qu'on fait, nous, qu'on soit un individu, une entreprise, a fortiori, elle a un impact économique et financier, mais elle a aussi un impact social, un impact environnemental et un impact sociétal. D'accord ? Quand on produit du plastique qui fout le camp dans les rivières, qui fout le camp dans l'océan, qui nous revient par les nuages, qui fait que partout dans le monde, il y a du plastique, partout, dans les plus hauts sommets, sur l'Himalaya, en haut des Pyrénées, ainsi de suite. D'accord ? Ce truc-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça finit, il y a une étude en Corogne qui a montré qu'il y a des roches, c'est dans le nord de l'Espagne, et c'est une région qui est très vantée, où il y a beaucoup de vagues. Et il y a certaines roches où il y a 10% de plastique qui est incrusté. Minéralement, si je puis dire, dans la roche. Donc ça veut dire que ça va être un marqueur géologique, le plastique, de notre époque. C'est cool, hein, quand même. Ce qu'on va laisser comme marqueur géologique, c'est le plastique. Okay ? Donc ça, première chose, tout est lié. Donc il faut penser que dès qu'on fait quelque chose, on a toute cette série d'impacts. D'accord ? Deuxième chose, quand on pense régénération, il faut le penser de 2 façons. On peut penser régénérer au sens de réparer, réhabiliter, restaurer. Je vous ai mis une jolie image de chanvre, alors pas pour le fumer, hein, mais parce que le chanvre, c'est une plante, notamment dans la rotation des cultures, qui permet de régénérer les sols. Et accessoirement, le chanvre, il répond à tous les besoins, enfin, à un certain nombre de besoins fondamentaux. On peut en faire des briques pour habiter. On peut en faire des vêtements pour s'habiller. On peut en faire de la nourriture, de l'huile de chanvre.
plein d'oméga 3, plein d'huiles très bonnes pour la santé. Ok? Donc ça, c'est régénérer. Et puis il y a générer. Ça veut dire comment je change ma façon de penser mon business model pour qu'il produise en même temps qu'il va créer de la valeur financière et économique, il va aussi créer de la valeur sociale, sociétale, environnementale. Hein, c'est de l'encapacitation, l'empowerment en anglais. Hein, d'accord, c'est comment je vais réfléchir à faire en sorte que mon business model, il va contribuer, il va avoir des contributions à la fois sociales, sociétales et environnementales. Et le troisième, ce qui change dans la façon de penser cette régénération, troisième principe, c'est qu'on va plus chercher à diminuer nos impacts. On va chercher à les supprimer. Zéro, nada. D'accord? Ça, c'est sur le côté négatif, hein, quand je parle d'impact. Et puis, si je remets sur le côté positif, donc j'ai parlé de contribution, on va chercher à les maximiser. D'accord? Je vous ai pris l'exemple du rouge français, qui a été fondée par une femme assez géniale qui s'appelle Élodie Carpentier, une jeune femme, c'est un peu Wonder Woman. Et elle est partie, elle venait d'avoir son premier enfant. Et elle a dit, moi, dans le maquillage, je veux arrêter de me maquiller avec des pigments de synthèse ou des pigments minéraux qui viennent de République démocratique du Congo, le mica, pour ne pas le citer, sur lequel il y a du travail des enfants. Et même des marques comme Lush, qui sont super engagées, elles n'arrivent pas à bien gérer ce truc-là. Donc, on va le supprimer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a régénéré un savoir-faire et des pratiques culturelles pour développer ce qu'on appelle les plantes tintoriales. Vous avez l'exemple de la Garance qui est là. D'accord? Ce joli rouge. Donc, tout son maquillage, ses rouges à lèvres, sont faits à partir de plantes tintoriales. Okay? Et y compris le packaging, vous voyez, on respecte les codes du luxe. Hein, on est dans la transparence et autres. C'est de l'huile de ricin. Alors là, elle n'a pas réussi à 100%, puisqu'il y a encore à peu près 20% de produits pétro-sourcés pour la résine, on va dire, pour ce que ça tienne. Mais elle est déjà en train d'y travailler. Bon, c'est de la recharge, j'y passe. Et sur le côté, je booste mes externalités positives, mes contributions. Ben, elle fait ça très majoritairement en France. Elle fait ça, elle forme des gens sur ces plantes tintoriales, sur la culture de ces plantes tintoriales. Donc elle régénère des savoir-faire et elle le fait avec des gens en insertion. D'accord? Vous voyez que le fait de le faire à un certain endroit, avec un certain type de public, en essayant d'avoir aussi cette pratique de régénérer des savoir-faire au-delà de faire du business, on maximise l'ensemble des externalités positives. D'accord? Donc tout est lié. Régénérer, c'est restaurer, mais aussi générer. Et c'est supprimer les externalités négatives, maximiser les contributions que vous pouvez avoir sur toutes ces dimensions. Voilà les trois principes que nous, on met derrière ce conseil d'entreprise. Alors, premier challenge, Julien, holistique. Comment TBS a commencé à mettre en pratique ces principes? Alors, en toute humilité, hein, vraiment en toute humilité, le plus important, c'est le mouvement, c'est de commencer, c'est de s'écrire des trajectoires et surtout d'embarquer toutes ces équipes. Le premier point pour la partie holistique, tout est lié. Une des choses qu'on a pu faire à la CEC, c'est de se dire, et si demain, quand on prend une décision, on appelait la Terre, voilà, pour lui demander son avis. Ayons un téléphone en direct avec la Terre. Donc une des actions qu'on a menées avec Céline, c'est d'embarquer les managers de l'entreprise et de leur faire une petite redescente de CEC. C'était important pour nous de leur faire comprendre ce qu'on était en train de vivre. Et je vous donne un exemple. Quand on a travaillé cette redescente, on a voulu aussi mettre en avant ce qu'on pouvait avoir comme impact, peut-être un peu invisible. Et on parlait de fermiers indiens qui utilisaient du coton conventionnel et avec un taux de maladie chez les enfants et chez les fermiers extrêmement important, des cancers, voilà. C'était un peu leur claque à eux, et de dire, eh ben, quand on répond à un appel d'offres d'un distributeur sur un produit opération commerciale, et qu'on doit tirer les prix, et qu'on doit utiliser des matières peu nobles, ça a un impact. Ça a un impact. Donc il faut faire différemment, et il faut y penser dès le départ. C'est-à-dire que je vais être très concret, hein, mais quand vous construisez votre chiffre d'affaires, votre budget, votre PNL,
peut-être que vous n'allez pas répondre à cet appel d'offres et il faut trouver une autre manière beaucoup plus vertueuse de remplir cette case chiffre d'affaires. Mais pour que ça se fasse, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a un impact direct et indirect à nos décisions. Ça, c'est mon premier point. Pour ce qui est de la régénération, on va changer, là aussi c'est très concret, on change notre logo, on modernise notre logo chez TBS. Bon, on a une super agence marketing, ils nous proposent une action, un event pour accompagner cette sortie, un plan média, ok, et on rencontre quelqu'un à ce sujet, qui est Alexis Rosenfeld, qui est un aventurier des mers et qui témoigne de la beauté des océans. Et dans l'événement, la première proposition, c'était ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des GoPros dans chaque partie de l'océan et on va montrer à quel point c'est beau. Bon, ben ça, avant la CEC, j'aurais dit, c'est super, c'est canon, ça va être super beau, les gens. Et en fait, après la CEC, c'est, ok, mais ça sert à quoi en fait? Juste, ça sert à quoi? Donc, action marketing, bien sûr que j'en ai besoin, bien sûr que j'ai besoin de parler de mon logo. Mais si derrière, il n'y a pas d'impact, et là, on a la chance de faire quelque chose, et en plus, on parle des océans, il faut qu'on fasse quelque chose de positif. Et donc, on a trouvé, et on va participer à la reforestation des mers. Parce que vous savez que les océans sont un énorme puits de carbone, plus important que les forêts, et donc, on va participer à cette reforestation. Et ça, en toute sincérité, j'aurais pas eu ce réflexe-là et cette conviction profonde de dire aux équipes, non mais arrêtez, hein, il me faut un impact positif. Et c'était vraiment viscéral. Le troisième point, qui est donc les externalités négatives, là aussi il faut flécher. Moi j'ai un rêve, c'est de dire demain TBS, et on fait pas trop mal les choses, zéro plastique. On fait des chaussures, elles sont en cuir, elles sont extrêmement durables. Très peu de plastique, et quand on met du plastique, c'est du plastique recyclé. Ça peut être un débat. Mais j'aimerais bien qu'il y ait zéro plastique. Bon, bah ok, mais du jour au lendemain, c'est pas facile. Parce que y a du stretch dans vos vêtements, il y a des membranes, etc. Commençons par un début, et donc on a refait notre concept magasin, et on s'est dit zéro plastique. Voilà, c'est pas compliqué, on se débrouille, donc c'est du minéral, du bois, du métal, mais c'est zéro plastique. Et on a réussi à le faire. Donc il faut, mettez-vous des ambitions, fléchez, et puis commencez, et mettez-y un peu de naïveté, et ça fonctionne. Je trouve que en matière d'humilité, c'est quand même pas mal. Ça fait déjà des beaux changements. On voit bien dans des changements de business model et de penser notamment cet aspect de marketing. Oui, je précise quand même, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense peu de gens le savent. Les forêts sous-marines, c'est 50% de l'oxygène dont on a besoin. C'est 25% de tous les gaz à effet de serre qu'on produit. Enfin, ça absorbe, ça capte 25% de tous les gaz à effet de serre qu'on produit, et surtout 90% de la chaleur dégagée par ces gaz à effet de serre. Ça veut dire que les océans et les forêts marines qui les habitent, notamment les forêts de kelp, c'est le meilleur climatiseur que la nature ait jamais inventé. Et que si on ne l'avait pas, celui-là, on serait très très mal. Donc, aller dans ce sens-là, c'est typiquement une façon effective de régénérer, au sens propre comme au figuré les choses. Voilà, en lien, et ce que je trouve très intéressant, vous voyez, c'est typiquement en lien avec l'ADN de la marque. Donc, c'est pas, on ne demande pas de renier les choses. Vous voyez, là aussi, on reste dans les codes du luxe, par exemple. Donc, l'idée, c'est pas de se renier. L'idée, c'est au contraire de dire comment on va faire évoluer intelligemment par rapport à ce qu'on a, à tous nos actifs matériels et immatériels, pour petit à petit aller vers cette entreprise régénératrice. Alors maintenant, on va voir, là aussi assez rapidement, les 5 leviers. Donc voilà, il y a 3 principes, 5 leviers. Les 5 leviers qui font que derrière, on va changer, on va faire évoluer, voire transformer, parfois radicalement, la façon de penser son business model. Et là aussi, Julien, un deuxième challenge qui va relever, c'est de vous montrer comment il intègre ces 5. Alors, on va peut-être faire les 2 premiers, parce qu'ils sont très liés. Et puis, je te ferai un petit... Le premier changement,
dans le modèle économique, et celui-là, il est assez radical et il fait très mal et il fait très peur aux patrons. C'est volume-valeur. D'accord? Je vais arrêter de m'obséder sur mon chiffre d'affaires et de vendre des fringues ou des chaussures. Je vais être sur la valeur. Je vais être sur ce que je... Voilà, tout ce que je crée en termes de qualité. On a parlé de qualité aussi tout à l'heure, là. Hein? La valeur économique, la valeur sociale, la valeur sociétale, la valeur environnementale qui est dans mes produits. Et c'est un vrai défi pour les marques, ça, hein, faire comprendre aux clients c'est quoi la valeur de mon produit. Donc, vous voyez qu'on va passer d'une logique de chiffre d'affaires à une logique de marge. Hein, ce que je vais essayer de travailler, c'est ma marge. Ok, ça c'est le premier point. Et donc, pourquoi? Parce que en étant capable de montrer la valeur de mon produit, je joue non pas sur le prix, mais sur la dépense acceptable. Réfléchissez un peu, hein, c'est pas tout à fait pareil, d'accord? Je ne suis pas sûr ça coûte 100 euros. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 100 euros? Et est-ce que toi, tu juges que ces 100 euros, c'est suffisamment, c'est la juste valeur du prix et donc de la dépense que tu vas devoir faire pour acquérir cette veste? Peut-être qu'elle est plus chère elle est évidemment souvent plus chère que la veste d'une marque de fast fashion. Je reviens à mon idée de satiété. Est-ce que j'ai besoin de 3 vestes comme ça? Ou est-ce que je peux en avoir qu'une qui va être le prix de 2 vestes de fast fashion? C'est ça la valeur. Et donc je vais accepter de dépenser tant parce que je me dis, je vais en avoir qu'une, mais je vais avoir une veste qui a une vraie valeur, pas que économique, pas que pour faire plaisir, pour me mettre sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais il est hard celui-là, hein, je peux vous dire. C'est un des plus hard. Donc pour aller avec ça, on met un peu de pommade. Deuxième shift de modèle, c'est produit-solution. C'est-à-dire que dire, voilà, on va arrêter de vendre des produits, je ne vais pas vendre une veste, je vais réfléchir à c'est quoi tous les services que je peux créer autour de la vente de cette veste. Ça peut être de la réparation, vous avez des sacs Bottega Veneta hein, dans le luxe, vous avez une autre illustration avec Nudie Jeans, hein, c'est pas que du luxe, ça c'est la boutique de Londres. Vous voyez comment on peut mettre en scène, hein. Moi il y a l'idée aussi du design, de la création, je pense qu'on peut mettre en scène la réparation d'un jean. Voilà, c'est ce qu'a très bien fait Nudie Jeans. Et puis il y a l'idée des services. Donc ce que vous avez en bas, c'est une marque qui s'appelle Olidermy, c'est une marque cosmétique, et c'est un truc qu'ils ont appelé l'appartement. Donc c'est en fait un centre, un spa, d'accord, où vous venez vous ressourcer holistiquement. Donc c'est très multisensoriel, d'accord, et c'est donc un service qu'on va ajouter évidemment à la vente de produits Olidermy. Donc vous voyez, quand on se met à réfléchir comme ça, on va créer des nouvelles sources de revenus qui ne sont pas forcément énormes. Mais plus vous réfléchissez de façon servicielle, plus vous allez additionner ces sources de revenus. Et là, votre modèle va être rentable. Je vous le garantis. Et on a fait un certain nombre de choses avec l'atelier Bocage. Hein, on a eu le plaisir de travailler avec la marque Bocage pour co-designer l'atelier Bocage, qui est la première offre de location de chaussures multivie. D'accord ? On l'a fait aussi dans les télécoms, sur des offres circulaires, on va dire, de téléphonie mobile. Et à chaque fois, ça fonctionne. Le modèle, il est économiquement viable. Et il répond, si je reprends le cas de Bocage, au formidable gaspillage qu'il y a lié aux matières premières. Hein, une marque classique, elle a entre 20 et 30% de son stock en permanence sur les bras. C'est juste un gâchis épouvantable de matière, de coton, de cuir, de tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc, voilà, ces deux premiers changements de modèle, et là, ceux-là, ils sont hard, encore une fois. Hein. Alors, le premier volume-valeur, effectivement, il est super costaud. Parce que ça fait juste... Alors, dans mon parcours, en plus, j'ai travaillé à la halle aux chaussures. Donc, en termes de karma, comment vous dire ? J'en ai importé des centaines de millions de paires en plastique. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de faire ça, de me racheter. Donc, forcément, c'est difficile. Donc, comme c'est difficile, il faut le faire intelligemment et il faut mettre les moyens. Quand je dis mettre les moyens, nous, on s'est fait accompagner par Nadine Co, qui est une ex-directrice générale de Promode, et qui nous a accompagnés pendant un an et demi pour retravailler notre construction d'offres. Et justement, essayer de sortir de cette logique de volume. Travailler ta marge de sortie
moins d'escompte, C'est très pragmatique ce que je vous raconte, mais in fine, l'idée c'est de faire moins de stock et d'éviter de produire pour produire. Éviter d'extraire de la matière pour rien. C'est essentiel. Donc elle nous a accompagnés, ça a coûté beaucoup d'argent, mais c'est le prérequis, parce qu'il faut changer toutes les lignes de l'entreprise. Et donc on a fait des ateliers de cascading partout jusqu'à la logistique pour comprendre le changement de mindset. Ça fait 2 ans, on n'y est toujours pas. Malgré tout ça, ça prend du temps. Donc c'est un travail qui est... elle avait un mot que je trouvais très intéressant, c'est que chaque produit compte. Quand vous construisez votre offre et que vous dites chaque produit compte, avant de produire, avant de vendre, chaque produit compte. Ça change aussi la manière de voir les choses. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, mais... Et puis pour la deuxième partie qui est les serviciels, ce qu'on a fait cette année, on a été les premiers à signer avec la Fédération française de coordonnerie. On s'est attaqué à un produit iconique chez nous, une chaussure bateau qu'on fait au Portugal. Et on a travaillé en éco-design dès le départ pour savoir comment on pouvait faire pour la rendre réparable. Donc ça a un double aspect. D'abord avoir un produit qui vit plus longtemps. Et après, effectivement, dans un levier de redirection, se dire, ben voilà, là on apporte un service à nos clients. Et témoignage, on a lancé ça il y a quelques mois. Pour l'instant, 0. Voilà, ça apporte rien. Mais alors, question, c'est comment on communique, comment on donne du sens à cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'on a tort. Ça veut dire que voilà, il faut qu'on change notre manière de penser pour promouvoir ces services. Merci beaucoup, Julien, pour tous ces exemples très concrets. Là, ça allait vite, non? Je reviens en arrière. Troisième changement de modèle, celui-là, vous le connaissez quand même beaucoup mieux, c'est la circularité. D'accord? C'est la boucle fermée, c'est le cradle to cradle qui a été évoqué aussi avant. C'est d'accord? C'est comment je peux penser mon modèle en boucle fermée, qu'elle soit biologique ou technologique. Il y a les deux. D'accord? Donc là, vous avez Natural Fiber Welding, qui est une marque qui fait une alternative au cuir. On n'a pas le droit de dire que c'est du cuir. 100% végétal. Vous avez Later. Donc là, vous l'avez là. Je l'ai là sur moi. C'est une veste Later que j'ai sur moi. Cette veste, elle est 100% en laine recyclée. Donc elle n'est faite qu'avec des matières secondaires. Les boutons sont issus de surplus de lait. Le lait, on fait de la caséine. De la caséine, on biopolymérise, et on fait de la galalite. La galalite, vous voyez, c'est les boutons qu'il y a là, c'est super. Ça ressemble vraiment à des boutons en nacre. Et c'est fait avec du lait. D'accord? Donc derrière, il y a cette notion, et là aussi, ça rejoint sur le biomimétisme, sur des nouveaux indicateurs. Je pense que dans les KPIs, les fameux KPIs des boîtes, moi je pense qu'il y en a un qu'on devrait leur demander, c'est quel est votre taux de bioassimilation de vos produits. En quoi ces produits, vous pouvez le jour où vous n'en avez plus besoin, où ils sont trop vieux, trop abîmés, vous pouvez les mettre dans la nature et il n'y aura aucun impact sur l'environnement. Aucun, 0. Ça me paraît être un bon indicateur à suivre avec les stocks ou la réduction des stocks. Okay. Et puis le troisième, c'est Navel Clothes, c'est une jeune marque de vêtements à la commande et qui n'est qu'issue à 100% que de stocks dormants. D'accord. Donc voilà, des exemples dans la façon de réinventer la circularité et qu'est-ce que ça peut amener. Là-dessus, peut-être, Julien? Oui, deux choses rapidement. Le premier, sur la circularité, on a été, il y a un peu plus de 3 ans, les premiers à sortir une chaussure recyclée, recyclable, avec un partenaire portugais. On avait gagné un trophée de la mode circulaire à l'époque. Grand succès d'estime, et ça a été beaucoup plus compliqué en succès commercial, parce que c'était trop cher. Ça n'empêche, on remet tout à plat et on continue à travailler sur ce sujet. Voilà. C'est juste pour vous témoigner que ne lâchez jamais rien, même quand vous avez des choses disruptives qui sont en avance sur votre temps, même si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça vous ouvre le voie et votre chemin. Continuez et persévérez. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, sur les stocks, on avait des stocks de matière
Et on s'est amusé à ouvrir un atelier de création d'accessoires avec le cuir. Et là, c'est drôle parce que ça embarque les gens dans l'entreprise et ça crée aussi, ça donne du sens un peu à ces stocks dormants. Merci beaucoup. On avance. Quatrième façon de changer les choses. Et ça aussi, on a parlé juste avant, c'est l'importance de l'écosystème de partenaires. Parce que ça change. Si vous voulez devenir une entreprise régénératrice, il faut que vous acceptiez, même si là aussi ça peut faire mal à l'ego de beaucoup de patrons, que vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous avez besoin des autres. Comme la nature. On est dans un monde écosystémique. Et l'économie doit, on peut mettre éco, ça peut vouloir dire économie comme écologie. Donc écosystème, ça veut dire comment je travaille avec des partenaires. Donc Manteco, alors c'est un peu comme cette veste-là, j'en ai pas parlé, mais là c'est les filatures du parc en France. Ça c'est la version italienne qui s'appelle Manteco, c'est l'image de gauche, qui fait la couleur, qui produit de la laine recyclée. Et vous voyez tous ces jolis tons de laine là, eh ben ce n'est fait qu'avec, il y a eu 0 teinture. C'est-à-dire que ces différentes couleurs ne sont liées qu'à un savoir-faire pour entremêler des fils de différentes couleurs. Si vous prenez ma veste, là, vous prenez une loupe, vous allez voir qu'en fait, le joli gris qui est là, en fait, c'est une interaction entre différents fils de différentes couleurs. Il y a eu 0 teinture. Vous voyez que là, on supprime une externalité. Encore une fois, autre exemple. Bon, voilà ce que fait Manteco. Et puis, autre exemple, c'est le slip français. Un truc qui s'appelle les ateliers du slip. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est 80 fournisseurs. Je me dis bien que là, il y a un écosystème 100% français qui peuvent réaliser des textiles autres. Ce qui est intéressant, c'est que eux ont créé cet écosystème pour faire leurs propres vêtements et que maintenant, ils nous ont fait un business de conseil pour d'autres marques. Voilà, si vous voulez créer du 100% français, nous, on sait faire. On a le réseau de fournisseurs qui nous permet de faire ça. Écosystème, Julien ? Écosystème, alors c'est le plus compliqué pour moi. Je suis l'aîné de 5 enfants, un garçon du Sud. Enfin, vous avez compris, il faut être fort. On va y arriver tout seul. Je suis le patron de la boîte. Suivez-moi, faites-moi confiance. Et là, on se dit bon bah ok, on va pas y arriver tout seul. Et on se dit en plus que potentiellement ceux qui sont les plus à même de nous aider, c'est des concurrents. Alors que je vous avoue que des fois, je dis alors il faut leur casser la gueule. Il faut absolument qu'on gagne des parts de marché. C'est sûr que l'étape à la CEC où il fallait parler de coopétition, collaboration, j'étais dans le dur. Hein. Sincèrement, je le suis encore certainement. Mais bon, j'ai fait mon chemin, j'ai vu mon service juridique et je lui ai demandé de m'aider un peu à monter un GIE, un groupement d'intérêt économique. Et j'aimerais bien, effectivement, avec ses concurrents et autres, essayer de sécuriser la traçabilité de la matière. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des doutes, toujours, sur coton bio, sur le recyclé, d'où ça vient. Vous avez déjà entendu un peu les légendes urbaines sur le plastique recyclé. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans, avec humilité, et puis on verra si ça marche. Non, mais c'est déjà un sacré premier pas, hein, parce que là aussi, ça demande une remise en cause déjà de toi, en tant que dirigeant, qui est loin d'être évident. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas des dizaines, hein, j'en croise pas malheureusement. Hein, Bref, et dernier exemple, si ça veut bien marcher, ça marche plus. Bon, si, non, oula. Je switch, hop, vite, encore, non, c'est bloqué. Bon, si, encore. Tu y es presque. Ah bah non. Bref. Ils veulent nous sortir. C'était l'inclusion. C'est pas grave, je vous le fais en live. C'est-à-dire cette dimension inclusive. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça peut être vu comme une façon de développer votre business. C'est-à-dire, vous allez stretcher votre modèle économique, merci, à la technique, pour faire en sorte que... alors, ça peut être soit de l'inclusion économique, hein, rendre vos produits plus abordables, ça peut être de l'inclusion sociale, ça peut être de l'inclusion géographique, en fonction des produits ou des services que vous avez. Donc, il y a plein de formes d'inclusion. Là, ce qui est intéressant, je vous en donne deux très rapidement, peut-être, c'est l'île lingerie, que vous connaissez. Mais là aussi, vous voyez, ça part... on parlait tout à l'heure de ce qu'apporte la question qui était posée sur les marques, sur à quoi vous servez, là, sur L'Oréal, au-delà de créer des produits de beauté.
Là, c'est pareil. C'est à quoi ça a été pensé avec une vision sociétale. C'est-à-dire que le constat, c'est de dire aujourd'hui, si vous êtes une jeune femme à forte poitrine, à part les soutiens-gorge de mémère, vous n'avez pas trop de choix. Et c'est pas ça qui va trop vous mettre en valeur. Or, vous avez souvent un rapport avec votre corps qui est un peu compliqué quand vous avez une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années et que vous avez une forte poitrine. D'accord ? Donc là, l'idée, c'était d'offrir de la lingerie colorée, sympa, à cette cible. D'accord ? Donc on répond bien à une problématique sociétale. Et bien on crée un business derrière qui marche. Très bien. D'accord ? Là, c'était topologie, mais on a plus trop de temps parce que 54, j'aurais peut-être qu'on prenne. Pardon, juste tu réponds sur cet aspect inclusif. Pardon, eh bien, écoute, moi, je vais juste en profiter pour dire que si je fais tout ça, c'est aussi pour qu'un jour mes enfants me disent j'aimerais bien faire comme toi, papa, et pas juste parce que t'es mon père, mais parce que c'est utile ce que tu fais. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être avant de conclure, on va quand même faire un petit mot de conclusion sur la satiété. C'est mon dernier slide. C'est mes chaussures. Je vais en revenir. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce qu'on a le temps de prendre une question. Vous avez des questions aussi à Julien par rapport à ce témoignage Personne n'a de questions ? Sincère qui vous a fait. Merci pour la conférence et merci Julien pour votre authenticité. C'est vraiment, c'est rare de ne pas avoir la langue de bois et vraiment quelqu'un qui met à plat sa démarche. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Et par rapport à votre démarche, votre projet, quel est votre prochain combat pour TBS et peut-être en termes commercial, en fait, on choisit parce que vous nous avez honnêtement parlé aussi des difficultés commerciales. Bien sûr. En quoi vous croyez sur le plan commercial Bien sûr. Dans cette transition ? Eh bien, il faut. En fait, là aussi, ça fait un peu plus de 25 ans que je suis dans ce métier. C'est devenu un métier de précision. À une époque, c'était des créas, des commerciaux. C'est largement insuffisant. Et ça m'a, encore une fois, la CEC m'a apporté cette vision très claire des positionnements de marque. Donc maintenant, il faut être extrêmement aligné avec ses valeurs, avec son positionnement, avec ses produits et ses clients. Donc pour ce qui est de TBS, on va travailler la durabilité et la réparabilité, et on va se concentrer sur ces deux notions. Vous connaissez peut-être la pyramide inversée, durabilité, réparabilité, circularité. Et on va prendre Resource, qui est le fameux modèle recyclé-recyclable, et on va en faire une marque. Et donc on a travaillé un workshop où on veut pousser au maximum les feux sur la RSE avec ce projet Resource, que ce soit pour nos collaboratrices ou collaborateurs, maximiser les revenus, aller le plus loin possible et défricher, quitte à ce que ça coûte et quitte à ce que TBS supporte ces investissements pour cette marque qui se veut la plus pointue. Voilà. Merci pour la question. Merci. Et une dernière question, s'il y en a. Oui, madame, au fond. Je cours. Merci. Un peu de gym. Oui, bonjour, merci pour la conférence. Effectivement, c'est très intéressant. J'ai une question pour Monsieur Bianchi. Donc, vous dites que vous transformez votre modèle plutôt du volume vers la valeur. Concrètement, comment ça se traduit aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi effectivement à diminuer vos volumes, marger plus, augmenter vos prix ? Comment vous faites en fait ? Alors, le système est relativement simple. Sur le papier. Sur le papier, c'est relativement simple. Et est-ce que votre client adhère en fait ? Parce que vous êtes... Alors, okay. je ne veux pas faire un cours de marketing, mais je vous livre une vérité qu'on a vérifiée. Une marque recrute des nouveaux consommateurs au travers de ses iconiques, au travers de ses essentiels. Les nouveautés sont consommées par vos clients fans. Okay, partez de ce précepte-là. En fait, on a travaillé des essentiels, des iconiques, never out of stock, où là, en fait, on maximise, on va dire, la rentabilité. On rate aucune vente. C'est des produits qu'on connaît parfaitement, avec des fournisseurs sérieux. On augmente la marge. Ensuite, vous passez sur des nouveautés issues de ces essentiels iconiques. Vous commencez à penser, à faire attention à votre volumétrie. Le grand défi, c'est le double sourcing. Ça peut marcher en textile, c'est très compliqué en chaussures. C'est la matière, en fait.
Le sujet de notre métier, c'est la matière. Et donc, si vous avez une double, vous pouvez très bien faire des mises en place dans certaines usines. Et quand vous faites des couleurs risquées, vous essayez de faire ça sur du bassin proche. C'est plus cher, moins de marge, mais à la fin, vous faites moins d'escompte. Donc, au final, vous vous y retrouvez. C'est un certain équilibre. Et à la fin, quand vous faites des produits très risqués, vous ne pensez pas marge, peu importe la marge, vous essayez de trouver le juste produit et juste prix. Donc ça, c'est sur le papier. Céline, qui est là, qui est la directrice des achats, pourrait vous dire qu'en termes de sourcing, c'est très compliqué à mettre en place. Mais je le redis, le sujet, c'est la matière, la maîtrise de la matière. La maîtrise de la matière, ok. Merci beaucoup. Il me reste 30 secondes pour vous reparler quand même de satiété, pour boucler le propos, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'il est intéressant, vous voyez ces chaussures, donc c'est des chaussures asphalte. J'ai pas failloté, je suis pas avec mes TBS. Mais l'intérêt de ces chaussures, c'est que je les ai commandées. J'ai attendu 2 mois pour les avoir. J'en suis pas mort. C'est une façon très simple de travailler à sa satiété. D'accord ? Asphalt, ils ont 2 à 3% de stock. Pas 20 à 30, 2 à 3. Juste pour changer les tailles au cas où ça va pas. Et ils font pas de solde. Okay, voilà. Donc, typiquement, donc la bonne nouvelle, parce que je voulais quand même finir par ça, vous voyez, on a travaillé des solutions, on vous a montré que ça existe, il y en a au moins un ici, des patrons qui ont conscience de ça, non seulement ça, mais qui derrière sont en train de s'y mettre. Donc, encore une fois, on peut changer le monde et ça ne dépend que de nous. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que vous voyez, cette idée de satiété, encore une fois, mentalement, c'est l'idée aussi d'aller vers le bien-être. Donc, ce chemin de la transition écologique, c'est le même que le chemin de notre épanouissement personnel. Et on peut cheminer comme ça, avec en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire personnellement, je peux vous dire, parce que si je vous racontais tout ce que je sais moi comme mauvaise nouvelle, je vous déprime jusqu'à la fin de l'année. D'accord ? Donc pour travailler ne serait-ce qu'aussi notre résilience, je pense que la bonne nouvelle, voilà, c'est qu'on peut travailler à la fois à la transition écologique et à notre propre transition pour être épanoui. Merci beaucoup. Merci Claude. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenup.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!